L'Indre, département du centre de la France, est divisé en 4 régions naturelles. La Champagne-Berrichonne, terre de vastes étendues de cultures céréalières parsemées de bosquets. Le Bois-Chaud Nord et le Bois-Chaud Sud sont principalement composés de prairies, de bois et de forêts. La Brenne, composée de longs chapelets d'étangs, de landes, de bois, de prairies et de bruyères. De nombreuses rivières et ruisseaux le traversent. L'Indre est située sous un couloir migratoire important entre le nord de l'Europe et l'Espagne. La diversité de ces biotopes font de l'Indre un paradis où foisonnent des animaux de toutes espèces, où les oiseaux y migrent, y séjournent, où y vivent et particulièrement dans la Brenne. En hiver, la plupart des oiseaux migrateurs d'été sont repartis dans le sud de l'Europe ou en Afrique pour retrouver des températures plus clémentes. En Brenne, quand le froid devient plus ardent, les étangs gèlent. La vie devient plus dure, la nourriture manque et les oiseaux se regroupent autour des points d'eau qui ne gèlent pas. On appelle ces points d'eau des chaudières. Elles sont de taille variable et peuvent accueillir plusieurs dizaines d'espèces. Ce busard des roseaux profite d'un poisson mort pour faire un bon repas qu'un corbeau essaie de lui ravir. Ce grès-bupé est en grand danger. Incapable de marcher sur terre ou sur la glace, et n'ayant pas suffisamment d'espace pour s'envoler, il restera prisonnier de ces toutes petites chaudières et il devra nager en permanence pour empêcher l'eau de geler. Ce funicule morillon se déplace sans problème et semble même apprécier son nouvel univers. Si l'hiver est dur pour les oiseaux, pour d'autres, il sera fatal. Ce cygne tuberculé et ce vanneau n'ont pas survécu au froid. Même pour les sangliers à la recherche de nourriture, les déplacements sur la glace sont extrêmement difficiles. Les températures redevenues plus clémentes, les oiseaux d'eau ont repris leur activité. Les queues de certains étangs peuvent accueillir plusieurs dizaines d'oiseaux. Canards colverts, oies cendrées, cormorans, foulques macroules, aigrettes y cohabitent. Les promontoires de joncs et les arbres morts servent de dortoirs. Et les eaux peu profondes facilitent la recherche de nourriture et les roseaux offrent une protection contre les prédateurs. Certaines espèces, comme les canards pilés, en retour de migration, et les spatules, fréquentent très occasionnellement les étangs de la Brenne.
L'hiver, les biches vivent en harde de type matriarcal, menées par une biche âgée. Les femelles et les jeunes ayant moins de 3 ans forment la harde. Les jeunes mâles quittent le groupe vers l'âge de 2 ans, et un peu plus tard dans le cas des jeunes femelles. Les vieux mâles sont solitaires. Les plus jeunes vivent en petits groupes. Le reste de l'année, mâles et femelles adultes vivent séparément. Les hardes peuvent être importantes et sont placées sous la direction d'une femelle dominante expérimentée. C'est elle qui conduit le groupe. Toute situation anormale, susceptible de présenter un danger quelconque, est généralement signalée par des sortes d'aboiements brefs. Si la menace se précise, la biche meneuse prend aussitôt la tête du groupe pour le conduire en des lieux plus sûrs. Survivre et attendre le printemps pour les cervidés, l'hiver est une période très dure. Les cerfs recherchent leur nourriture essentiellement à l'aube et au crépuscule. Leur consommation quotidienne de végétaux atteint 10 à 15 kilos. Elle est composée pour beaucoup d'herbes diverses auxquelles s'ajoutent des écorces d'arbres, des végétaux ligneux, ronces et lierres. La variété de son alimentation est fonction de la diversité du territoire occupé. L'activité journalière des cerfs est une alternance de périodes d'alimentation entrecoupées de périodes de rumination et de repos. Une mésange en profite pour retirer quelques parasites de la fourrure de cette biche. Chaque année, entre février et mai, le cerf perd ses bois, en février-mars pour les plus vieux et en avril-mai pour les plus jeunes. La repousse a lieu jusqu'à fin août. Comme les cerfs, le chevreuil a à peu près le même régime alimentaire. Son activité journalière est une alternance de périodes d'alimentation entrecoupées de périodes de rumination et de repos. Des hardes de 10 à 20 chevreuils peuvent se constituer à l'automne. Au printemps, les mâles ont des bois assez courts, 25 cm environ, qui tombent en octobre et repoussent chaque année de janvier à février. Les bois sont en os. Tout le temps de leur croissance, ils sont couverts d'une fourrure rase, le velours. Cette peau est parcourue de nombreux vaisseaux sanguins qui apportent des éléments nécessaires à la constitution des bois et dure généralement de 2 à 3 mois. Vers la fin mars, cette peau tombe pour laisser apparaître de magnifiques bois. Chez les prédateurs, les sources de nourriture sont réduites en hiver. La buse peut se nourrir de charognes et principalement de vers de terre lorsque les champs sont détrempés. Le renard opportuniste varie un peu plus son alimentation. Les parades nuptiales commencent en février sur les aires d'hivernage, pour atteindre leur paroxysme en mars. Les ailes semi-ouvertes, les mâles décrivent des cercles sur le sol. Ils se font des courbettes et sautent d'un côté à l'autre. Les cris fusent de toutes parts. L'agitation dure un petit moment et se calme, pour mieux reprendre un instant plus tard.
La grue est monogame et le couple reste uni pour la vie. Les grues qui ont passé l'hiver en braine quittent les sites d'hivernage rapidement. Les adultes n'ont en effet qu'une idée en tête, rejoindre les sites de reproduction au nord de l'Europe, pour prendre les meilleures places et commencer à nicher tôt. En effet, dès la fin de l'été, les jeunes doivent pouvoir suivre les adultes pour leur premier voyage. Leur départ annonce la fin de l'hiver. Le printemps va doucement prendre sa place et les premières fleurs apparaissent. En pleine migration vers les zones de reproduction, les cigognes blanches n'hésitent pas à s'arrêter dans les champs en cours de labour pour faire un festin d'insectes et de lombriques. Chez les humains, le labourage des champs et le semis vont bon train. Une période d'abondance s'annonce. La plupart des oiseaux consacrent le printemps et le début de l'été à leur reproduction et l'apprentissage de la vie des petits. Parades amoureuses, ballets aériens, chants, tout est bon pour séduire les femelles et affirmer sa supériorité. Chez les pigeons ramiers, les couples se forment de la manière suivante. Le mâle se perche sur un endroit élevé, gonfle le jabot, roucoule, afin d'attirer l'attention. Séduite, une femelle se pose près de lui. C'est d'ailleurs elle qui provoque son partenaire en lui tirant les plumes du cou, lui restant indifférent à ses avances dans un premier temps. Elle le relancera à de nombreuses reprises, puis ils prendront des attitudes très tendres. Ils se frottent les joues, il y a des bécotements, la femelle plaçant son bec dans celui du mâle. Ce rite se répétera plusieurs fois avant l'accouplement. Le couple ainsi formé ne se séparera plus pour le reste de leur vie. Après la séduction et les accouplements vient la période de fabrication du nid. Chaque espèce d'oiseau construit un type de nid qui lui est propre. Les oiseaux les fabriquent dans les endroits les plus variés, au sol, dans les terriers, sur l'eau, sur les branches des arbres, dans les arbres creux, dans des cavités, sur les parois rocheuses. Le procédé de fabrication du nid est lié à chaque espèce. Il est inscrit dans son patrimoine génétique. Les oiseaux savent instinctivement où, quand et comment les construire. La forme, la taille et les matériaux utilisés sont autant d'indices pour le reconnaître. Les héronnières est le lieu où les hérons, toutes espèces confondues, font leur nid. Il est construit généralement dans la canopée des arbres, à proximité du bord de l'eau.
Le nid du pic-et-pêche se trouve généralement entre 3 et 5 mètres de haut. La cavité mesure environ 30 cm de profondeur, 15 cm de large et l'orifice à 5 cm de diamètre. Le mâle et la femelle mettent 3 à 4 semaines pour le creuser. Le nid est formé de quelques copeaux de bois. Ce nid est occupé plusieurs années de suite, sauf s'il est adopté par des étourneaux. Généralement, la femelle assure seule la couvaison, mais parfois les partenaires se relaient, comme chez le grèbe ou le petit gravelot. L'incubation dure plus ou moins longtemps, en fonction de l'espèce, de 10 à 15 jours en moyenne pour les passereaux, qui peuvent avoir 2 ou 3 couvées par an. Elle passe à près de 3 semaines pour les oiseaux de taille moyenne et à 4-5 semaines, voire plus, pour les plus gros, certains grands rapaces. Il existe 2 sortes de comportements des jeunes après l'éclosion. Les espèces nidifuges dont les petits naissent avec un duvet et peuvent quitter le nid et s'alimenter seuls dès l'éclosion. Les espèces nidicoles dont les oisillons naissent nus et aveugles et sont dépendants de leurs parents pendant un certain temps. Ils n'ont alors de cesse de les nourrir et leur apportent entre 30 à 40 insectes par heure. Le nid est toujours très propre. Quand les parents arrivent, les petits lèvent leurs croupions, défèquent, et les parents se saisissent alors de l'excrément et s'envolent avec. Lorsqu'un oisillon est assez âgé pour quitter le nid, s'entraîner à voler et à se nourrir, il entre dans une nouvelle phase de sa vie. Il est hors du nid, mais dépend de la protection et du nourrissage des parents. Parfois il sait voler, parfois il est sur les points de l'apprendre. Quant au nourrissage, il dépend encore entièrement des parents qui l'aident à évoluer dans ce nouvel environnement. Sur les étangs, élever des petits est un travail à plein temps. Pour le Foulque Macroul, de sa naissance à son indépendance alimentaire, un long apprentissage et des gestes 1000 fois répétés par ses parents seront nécessaires. Malgré les démonstrations répétées des adultes, apprendre à pêcher, tuer et manger un poisson pour le jeune grèbe huppé n'est pas chose facile. La nouvelle génération des hérons bioraux a pris son indépendance. Pour survivre, se poster au bon endroit, attendre le passage d'un poisson et l'attraper reste compliqué et de nombreuses tentatives seront nécessaires pour apprendre à pêcher, pour se nourrir correctement et surtout ne pas confondre un morceau de bois avec un poisson.
Dans nos campagnes et dans nos forêts, le début du printemps est la période où commencent les naissances. Chez les renards, elles ont lieu généralement vers la mi-mars, début avril. La mise bas se fait dans un terrier. La mère reste en permanence avec ses petits durant les 2 premières semaines, pendant lesquelles le mâle se charge exclusivement de chercher de la nourriture. La croissance des renardeaux est très rapide. Ils effectuent leur première sortie hors du terrier au bout de 4 semaines. Le jeu et la découverte de l'environnement est leur principale occupation. Au mois de juillet, la famille quitte le terrier pour s'établir généralement dans un champ de céréales ou de maïs, à proximité de terrains de chasse. Les renardeaux deviennent à cette époque de plus en plus autonomes, cueillant des fruits et commençant à chasser. À l'automne, commence ensuite la dispersion des jeunes. Les mâles sont les premiers à quitter le cercle familial. Puis vient le tour des femelles, certaines d'entre elles restant au sein de la famille pour devenir des femelles subordonnées l'année suivante. Chez les cervidés, les femelles mettront bas dans les fourrés ou des champs de culture à l'abri des regards. Le jeune faon va rester seul les premiers jours de sa vie, couché et immobile. Il naît sans odeur et a un pelage caractéristique, moucheté, pour éviter d'être repéré par les prédateurs, sa mère venant le voir que pour l'allaiter. Quelques jours après sa naissance, il sera suffisamment fort pour suivre sa mère, qui assurera seule son éducation. Le mâle n'intervient jamais. Cette période de l'année, pour les cerfs, est celle de la repousse des bois, qui leur demande beaucoup d'énergie. Au printemps, ils trouvent facilement des végétaux riches à brouter. Les bois sont en os. Tout le temps de leur repousse, ils sont couverts d'une fourrure rase, le velours. À la fin de leur croissance, cette peau sèche, le cerf s'en débarrasse en grattant ses bois le long des troncs. Les bois atteignent leur taille définitive en 2 ou 3 mois. Le mâle a alors des bois, tout beaux, tout neufs, pour le brame à l'automne. Le lapin de Garenne vit dans des zones herbeuses de toutes sortes dès qu'il existe quelques buissons ou un pour se cacher. Cela va des landes au bois, en passant par les clairières, les dunes, les bocages, les champs cultivés, sans oublier non plus les parcs publics des villes, les ronds-points végétalisés ou les zones industrielles. Il vit en couple ou en groupe d'une vingtaine d'adultes au sein duquel une hiérarchie existe avec des dominants et des dominés. Ils creusent des terriers reliés entre eux par des galeries. Le lapin a la réputation d'être très actif sexuellement. Et le chaud lapin n'est pas vraiment une expression usurpée, puisqu'il copule toute l'année en changeant de partenaire au gré de ses envies. Le lièvre d'Europe, également appelé lièvre brun, son pelage est de couleur fauve avec des poils noirs. Il diffère du lapin de Garenne. Pour le reconnaître, il suffit de l'observer. Plus grand et surtout ses longues oreilles sur lesquelles vous verrez une tache noire triangulaire, caractéristique. Aujourd'hui, on le trouve surtout dans les champs, en plaine dans les cultures de céréales. Il fréquente les bois mais aussi les lisières de forêt. Généralement nocturne et farouche, le lièvre d'Europe change de comportement au printemps pour le rut, où l'on peut l'apercevoir en plein jour pour chasser ses semblables dans les champs. Au cours de cette frénésie printanière, les lièvres se frappent les uns et les autres avec leurs pattes. La hase, femelle du lièvre, s'occupe seule des petits.
Dispersées dans les hautes herbes, elles les allaitent une seule fois par jour, environ 1 heure après le coucher du soleil, et durant 5 minutes pour les protéger des prédateurs. Autre animal de nos campagnes, le blaireau vit dans un terrier qu'il creuse dans les massifs de feuillus ou dans des anciens chemins abandonnés, ou des haies larges avec une végétation offrant une protection visuelle. Extrêmement discret et farouche, aux mœurs presque exclusivement nocturnes, on peut l'apercevoir avant la nuit, entre mai et août, quand les nuits sont plus courtes. Des grandes quantités de terre déplacées et de nombreux trous trahissent sa présence. Ce talus boisé, situé entre deux champs de culture, est un lieu propice pour le rencontrer. La sortie du terrier sera protégée par la largeur de la haie et par la végétation. Les cultures rendront ces déplacements invisibles. Ce plantigrade habite souvent dans des terriers communautaires comportant de 3 à 10 entrées distantes de plusieurs mètres. L'entrée est souvent située sous un rocher ou une souche. La chambre principale, située souvent à 3 mètres de profondeur, est en général séparée des entrées du terrier par des galeries de 5 à 10 mètres de longueur qui peuvent parfois être sur plusieurs étages. Il passe beaucoup de temps à améliorer son habitat, agrandir ses entrées, creuse des nouvelles galeries. Pour son confort, il tapit ses chambres de matériaux plus ou moins variés, dont des feuilles et des herbes. Le blaireau est un mustélidé, impossible à confondre avec une autre espèce. On le reconnaît à son museau pointu et à sa tête blanche avec 2 larges raies noires qui lui traversent les yeux. La sortie se fait avec beaucoup de précautions. À la moindre alerte, il retournera au fond de son terrier. Avant de s'aventurer à l'extérieur, il prendra le temps pour écouter et sentir son environnement, identifier les odeurs laissées par des visiteurs qui rôdent souvent devant ses entrées et voire même y pénétrer pendant son sommeil. Par prudence, il changera souvent de sortie. Les blaireaux cohabitent parfois avec un renard ou des lapins de Garenne. La toilette est fréquente. Elle se fait seule ou en commun, durant plusieurs minutes, à la sortie et au retour au terrier. Le blaireau vit en clans territoriaux, mais chaque individu se nourrit solitairement, excepté les jeunes. En automne, il sort jusqu'à 10 heures par nuit pour reconstituer ses réserves de graisse. En hiver, son activité diminue et il reste au plus profond du terrier. Il n'hiberne pas. Il dort davantage en vivant sur les réserves qu'il a accumulées. Il peut perdre jusqu'à 3 kilos à la fin de l'hiver. Le blaireau européen est omnivore et opportuniste. Il se nourrit de tout ce qu'il peut trouver lors de ses expéditions nocturnes. Petits mammifères, campagnols, taupes, grenouilles, insectes. Surtout en hiver, racines, tubercules et vers de terre. N'étant pas adapté à la poursuite de proies, il lui arrive néanmoins de consommer des oiseaux ou des lapins handicapés ou morts. L'accouplement se déroule le plus souvent de la fin de l'hiver au début du printemps.
L'implantation est différée, c'est-à-dire qu'une fois l'œuf fécondé, le développement de l'œuf ne se fera qu'au bout de 3 à 10 mois, reportant les naissances des petits au début de l'année suivante. La durée de la gestation est de 7 semaines. Généralement, les portées sont de 2 ou 3 petits et peuvent être de plusieurs paires. Les jeunes restent dans le terrier au minimum 8 semaines avant de s'habituer progressivement à rechercher seuls leur nourriture. Avant le sevrage, la mère peut régurgiter des aliments à demi digérés. À 3 mois, leurs dents définitives apparaissent et ils sont normalement sevrés. Les jeunes restent auprès de leur mère, avec laquelle ils passeront le premier hiver. À 1 an, ils sont chassés du clan. Dans les forêts, à la tombée de la nuit, les oiseaux de jour cherchent un dortoir pour passer la nuit, quand d'autres se réveillent. Souris, mulots sont les proies favorites de la chouette effraie et du hibou moyen-duc. Perchés sur une branche, ils scrutent attentivement les environs. Il est possible d'apercevoir la chouette chevêche en plein jour, perchée sur un arbre ou une potence près d'une vieille grange. Un talus sablonneux surplombe une petite plage où un arbre mort est tombé. Une rivière survolée par des milliers d'insectes et de libellules. Ce lieu sert d'habitat à de nombreuses espèces d'oiseaux qui s'y réfugient, y nichent et y chassent. Les ruisseaux et rivières de notre département abritent une faune importante et parfois méconnue. Inconnu par la plupart d'entre nous, c'est au mois de mai que le guêpier d'Europe revient de ses quartiers d'hiver d'Afrique de l'Ouest. Présent dans notre département de mai à septembre, il nidifie en colonie ou en solitaire. Habituellement à proximité d'eau, berges de rivières, falaises, carrières et remblais, voire parfois un simple petit talus. Le guêpier d'Europe est sans doute l'un des plus beaux oiseaux qu'on ne peut voir dans notre département, ou du moins l'un des plus richement colorés. La description de sa livrée fait appel à toutes les couleurs du spectre, lui donnant un air d'oiseau exotique, élégant, semblable à un arc-en-ciel quand il est en vol. De la taille d'un merle, mâles et femelles sont semblables, cette dernière étant souvent un peu plus terne. Organisés en colonies, certains oiseaux se postent à la cime des arbres et surveillent leur territoire. Ils donneront l'alerte en cas d'intrusion. Les couples se forment sur les zones d'hivernage. Très vite après leur arrivée sur les aires de reproduction, le guêpier mâle effectue quelques parades qui mettent en valeur les couleurs vives de son plumage. Le mâle fera plusieurs offrandes de nourriture à la femelle avant l'accouplement. Le couple creuse un terrier de plus d'1 mètre de long, avec leurs pattes et leur bec. La femelle y dépose 6 œufs qui sont couvés pendant 3 semaines. Les oisillons sont alors nourris par les parents pendant 3 autres semaines avant d'apprendre à capturer eux-mêmes leur proie. Le guêpier d'Europe se nourrit essentiellement de guêpes, abeilles, bourdons, frelons, papillons et libellules. Il les capture en vol, depuis un perchoir au sommet des arbres d'où il s'élance à leur poursuite. Avant d'avaler sa proie, il la frappe sur une branche pour enlever le dard et la tuer.
Il rejette fréquemment des pelotes contenant les parties indigestes des insectes. Les guêpiers resteront dans notre département jusqu'à fin août, début septembre, avant de repartir en migration pour l'Afrique de l'Ouest. Insociable, farouche et prudent dans son approche des humains, le martin-pêcheur consacre une grande partie de ses journées à la surveillance de son territoire. On l'observe le plus souvent passant en tromble d'un vol direct comme une flèche scintillante au-dessus de l'eau, s'arrêtant souvent sur ses perchoirs favoris pour visiter ses lieux de pêche. L'oiseau, superbement coloré, est une parfaite machine à pêcher sous l'eau, plongeant jusqu'à 1 mètre de profondeur. Pour cela, séance de nettoyage du plumage obligatoire. Le martin-pêcheur passe donc jusqu'à 2 heures par jour à laver ses plumes. Il les astique, les lisse et les fait sécher au soleil pour que ses ailes restent parfaites. Il va jusqu'à s'essuyer le crâne avec le dessous de son aile déployé. Il se perche ou plane au-dessus de la surface de l'eau et il plonge ensuite pour capturer des petits poissons, des insectes, des larves et des amphibiens. Cette plage est également un lieu où de nombreux oiseaux chassent. Les insectes sont en abondance. La réussite n'est pas toujours au rendez-vous et ce papillon a échappé de peu à ce chevalier guignette. Cette libellule a moins de chance et servira de repas à la bergeronnette des ruisseaux. Les oiseaux consacrent beaucoup de temps à entretenir leur plumage, baignade, bains de soleil et de terre. Lissage des plumes et pouillage est un comportement habituel. L'imperméabilité est assurée grâce à leurs glandes uropygiennes situées à la base de la queue. Elles sécrètent un liquide gras dont ils s'enduisent les plumes. Le bec sert à réparer celles qui ont été heurtées ou percées par des branches ou autres obstacles au cours des déplacements. Le lissage est essentiel pour préserver les délicates structures que sont les plumes. Non seulement indispensable au vol bien sûr, mais tout aussi capital dans leurs propriétés isolantes et leur rôle prépondérant dans la régulation thermique du corps. Autre animal occupant les berges de nos rivières. Le ragondin est originaire d'Amérique du Sud, introduit en France au XIXe siècle pour l'exploitation de sa fourrure. L'habitat de ce rongeur est très diversifié puisqu'il occupe les zones de marais, les rivières, les fossés de drainage, les étangs. Ils sont strictement herbivores. Pour son malheur, l'homme l'associe souvent au rat, animal avec lequel il n'a pourtant rien à voir. On aurait plutôt raison de le comparer au castor, avec qui il partage de nombreux points communs. Principalement nocturne, les traces les plus visibles de sa présence sont des arbres taillés comme des crayons. Disparu il y a bien longtemps, le castor d'Europe recolonise de nouveau les rivières de notre département. Il est le plus gros rongeur d'Europe, mesurant entre 80 et 120 cm pour un poids allant de 11 à 30 kg. Le domaine terrestre lui procure l'essentiel de sa nourriture. Grâce à ses dents remarquables, il est capable d'abattre de jeunes arbustes
ou de très gros arbres pour s'en nourrir ou en faire un matériau de construction. Le castor d'Europe est une espèce territoriale. Son territoire peut s'étendre environ à 3 km des rivières. C'est un animal sociable qui vit en groupes familiaux, comptant entre 2 et 6 individus. Ces groupes se composent de 2 adultes, des jeunes de l'année et ceux de l'année précédente. Il vit dans un terrier dont l'entrée sera sous l'eau. Il affectionne tout particulièrement les cours d'eau lents. Très agile dans l'eau, l'animal est par contre très lourd et maladroit sur la terre ferme, et s'éloigne donc pas des berges de plus de 20 à 30 mètres. Son régime alimentaire se compose d'écorces, de branches, de racines. Il affectionne principalement le saule, le bouleau, le tremble et le peuplier. Dans nos campagnes, l'heure des moissons est arrivée. Les agriculteurs vont engranger le fruit de leur travail. Les grandes parcelles de chaume offrent à la faune des lieux de nourrissage pour les oiseaux, mais aussi des terrains de chasse pour les prédateurs. N'ayant plus de protection, les mulots sont des proies faciles pour le faucon cresserelle. Seul félin dans notre département, le chat forestier, ou chat sauvage, est extrêmement timide et ne s'approche pas des hommes. Il est donc très difficile à observer. Il peut facilement se confondre avec un chat domestique. Il est beaucoup plus robuste et massif. Son pelage est épais, rayé et non tacheté. Il est reconnaissable surtout à sa queue touffue, arrondie et noire à l'extrémité, toujours traversée par une série de 3 à 5 anneaux noirs et larges bien marqués. Les yeux possèdent un iris jaune et le nez est rose. Le chat sauvage est carnivore. Il consomme surtout des petits rongeurs et des oiseaux. Malgré ses déplacements silencieux et son agilité, la chasse n'est pas toujours couronnée de succès. Sa proie vient de disparaître sous ses yeux, peu importe. À cette époque de l'année, les proies sont suffisamment nombreuses.
Ce jeune renard affamé passera beaucoup de temps à chasser et mangera tout ce qu'il peut trouver. Omnivore, il se nourrit surtout de rongeurs, mais aussi de lapins, d'oiseaux, d'insectes, de poissons, d'œufs et de lombrics. Opportuniste, le renard adapte son régime alimentaire suivant le mois de l'année. Les fruits tombés des arbres, pommes, prunes, baies, font partie de son régime alimentaire. L'été, les fruits et les baies sont en abondance et les oiseaux s'en régalent. Il est d'un naturel méfiant et farouche. On l'entend plus qu'on ne le voit. Le jet des chênes est un grand et bel oiseau. Sédentaire et plutôt solitaire, il vit en petits groupes au moment de la reproduction, vers la fin mars et début du mois d'avril. Il est surnommé la sentinelle de la forêt. Au moindre danger, il alerte tous les animaux de la forêt, en poussant un cri strident assez désagréable à entendre, à la fois rauque et perçant, variant selon la cause de l'alerte. Possédant un large registre vocal, il est capable d'imiter d'autres oiseaux comme la buse. Après une longue journée sous la chaleur de l'été, les queues d'étang s'animent. Au coucher du soleil, elles deviennent un oasis où les oiseaux et les mammifères viennent se désaltérer. En été, la nourriture verte est rare. Les cerfs n'hésitent pas à brouter les feuilles des arbres. Quelque chose bouge devant lui. Intrigué, il regarde à plusieurs reprises. Il se décide à aller voir cette étrange créature, une taupe 100 fois plus petite que lui. La découverte de ce petit mammifère rendra ce daguet euphorique. Les cerfs ont l'habitude d'aller se rouler dans la souille. Il s'agit d'une mare de boue ou d'un trou qu'ils creusent dans la vase. Cette action a un double rôle, les rafraîchir et former une carapace de terre autour d'eux. En séchant, elle emprisonne les nombreux parasites de leur pelage et pour s'en débarrasser définitivement, ils se frottent contre un arbre.
Nous sommes mi-septembre. Les cerfs vont rejoindre les hardes de Biche et les grands massifs forestiers pour un moment important de leur vie, le brame. Il annonce la saison des amours entre les cerfs et les biches. Des cris rauques résonnent dans la forêt. Le brame du cerf vient de commencer. Il peut durer jusqu'à fin octobre. Plusieurs grands cerfs s'observent. Ils se défient par des chutes vocales pour affirmer leur puissance. Le brame sert à indiquer aux biches la présence du cerf et aussi à le positionner par rapport à ses adversaires. C'est une période très éprouvante physiquement pour les cerfs. Ils ne mangent presque rien et n'ont pas de répit. Combat, accouplement, surveillance des biches. Ils peuvent perdre jusqu'à 20 kilos. Il n'est pas rare de voir à cette époque des cerfs avec des touffes d'herbe accrochées au bois. La surexcitation les fait labourer l'herbe à grands coups d'andouiller. Les vieux mâles veillent jalousement sur les biches. Les jeunes cerfs vont partir à l'aventure, oubliant toute prudence pour conquérir les femelles. Le cerf mène alors un combat sans relâche pour écarter de potentiels rivaux. Manœuvre d'intimidation, combat acharné pour obtenir la récompense ultime, l'accouplement. Ce n'est pas un combat à mort, mais certaines fois, l'un des combattants peut être mortellement blessé. Il arrive aussi que les deux cerfs restent coincés. Leur bois emmêlé, ils meurent alors tous les deux d'épuisement. Restés à l'écart des grands mâles, les jeunes cerfs s'entraînent pour leur combat futur. À l'automne, c'est la période de l'année où l'on vide les étangs pour les pêcher. En se retirant, l'eau laisse apparaître des vasières. Larves, petits crustacés, vers de vase, y vivent en grande quantité, ce qui fait le bonheur des oiseaux.
Bécassines des marais, vanneaux huppés et d'autres oiseaux profitent largement de ces nouveaux terrains de chasse. Pas de chance pour cette grenouille, elle servira de repas pour le râle d'eau. Belle pêche pour cette aigrette garzette. D'un coup de bec, elle vient de tuer cette anguille, mais pas facile d'avaler cette proie aussi glissante. Dans nos villages, le rassemblement des hirondelles à l'automne annonce un étrange événement, la migration. C'est le plus étonnant de tous les phénomènes de la nature. On assiste alors dans le ciel à un merveilleux spectacle. Elle a lieu 2 fois par an. Au printemps, les oiseaux quittent leur lieu d'hivernage pour venir sur les sites de reproduction. À l'automne, pour rejoindre leur lieu d'hivernage dans le sud de l'Europe ou en Afrique. Plusieurs grands couloirs migratoires existent en Europe et notre département a la chance de se trouver sous l'un d'eux. La migration des grues est certainement le plus spectaculaire. Venues du nord de l'Europe, elles iront passer l'hiver dans le sud de l'Espagne ou en Afrique du Nord. Depuis quelques années, plusieurs milliers de ces oiseaux restent dans le parc de la Brenne. Le matin, elles quitteront leur dortoir pour venir se nourrir dans les champs de maïs, où elles trouvent de nombreuses graines tombées par terre lors de la récolte en fin d'automne. Avant la tombée de la nuit, elles s'envoleront pour retourner dans les queues d'étang, où elles passeront la nuit en toute sécurité, protégées des prédateurs. D'autres oiseaux, comme les oies cendrées,
arrivent du nord de l'Europe pour passer l'hiver beaucoup plus doux dans les étangs du parc de la Brenne. Inconnu de la plupart d'entre nous, passereau de la taille d'un moineau, seul représentant de sa famille, le Ticodrome échelette, ou Ticodrome des murailles, est un petit oiseau montagnard qui vit entre 400 et 2000 mètres d'altitude. On le trouve principalement dans les reliefs alpins et pyrénéens, ainsi qu'en petit nombre dans le Jura et le Massif central. En hiver, il peut être observé à des altitudes plus faibles dans les plaines ou dans les villes de notre département, sur de vieux édifices en pierre, églises, cathédrales, ponts, barrages. Posé, l'oiseau devient quasi invisible et sa couleur de pierre lui permet de se fondre avec l'environnement. Très méthodique dans sa recherche de nourriture, il regarde dans tous les trous ou fissures des parois. Son long bec fin et légèrement courbé lui permet d'extraire toutes sortes d'insectes, araignées et autres invertébrés font partie de son régime alimentaire. L'oiseau, assez peu farouche, supporte bien la présence de l'homme. Animal très rustique, le sanglier accepte une grande variété de milieux. Il recherche une végétation assez haute pour pouvoir se cacher. Essentiellement nocturne, il est sédentaire. Seulement 10% des animaux s'éloignent de plus de 15 km de leur lieu de naissance. On le rencontre surtout dans les grandes forêts de feuillus, parsemées de coupes récentes. On peut le trouver également dans les grands fourrés impénétrables de ronces. Il fréquente aussi volontiers les roselières épaisses des queues d'étang, où il se sent en sécurité. Il est omnivore. Il creuse souvent la terre en la soulevant avec son groin pour trouver des bulbes et des racines sauvages. Une autre pratique du sanglier est de labourer d'un trait avec ses défenses toute la surface de la terre, quand il cherche des vers, des larves ou des petits rongeurs. Régulièrement, il se vautre dans la boue dans des lieux appelés souilles et se frotte avec insistance contre des troncs d'arbres pour se débarrasser des parasites, réguler sa température et marquer son territoire. Les femelles et les jeunes vivent en hardes, menées par la laie la plus âgée. Imposant sa loi, elle dirige les déplacements du groupe.
C'est ainsi que les mâles adultes, vivant le plus clair de leur temps en solitaire, ne fréquentent la harde qu'au moment du rut, entre octobre et mars. Le sanglier européen peut peser de 150 à 160 kg pour le mâle et 100 kg pour la femelle. Les mâles sont également dotés de solides défenses. Ce sont les canines inférieures, très longues, qui sortent de la bouche et se recourbent au-dessus du groin. Les canines supérieures sont également recourbées vers le haut. Ce sont les grès. Les défenses viennent frotter contre les grès chaque fois que l'animal referme la bouche, ce qui permet de les aiguiser. Les feuilles sont tombées, les jours deviennent plus courts et les nuits de plus en plus froides. Nombreux sont ceux qui croient, à tort, que l'hiver est une saison morte. Certes, le calme règne dans les forêts. Certains animaux hibernent, les arbres dépouillés de leurs feuilles semblent dormir. Les fleurs et les fruits ont disparu et les champs sont délaissés. Il n'en demeure pas moins que tout n'est pas mort. Si la nature s'accorde une pause en hiver, c'est avant tout pour se régénérer et renaître plus belle au printemps.